Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. James Langlois, bonjour. Allô. Benjamin Boivin. Salut. Et Antoine Malenfant. Salut, Simon. Alors, on est dans les semaines les plus froides de l'hiver. Alors, pour bien briser la glace, jeu de mots ici déjà, Très fort. je voulais vous demander, quelle est votre relation à l'hiver? Est-ce plus une relation d'amour ou de haine? James, je te regarde là. Plus jeune, j'aimais pas vraiment ça particulièrement, mais on dirait j'ai appris à l'aimer l'hiver. Je trouve que c'est finalement une saison particulière qui donne à voir des paysages, l'air est différent. Non, je trouve que ça nous met dans un mode différent aussi. Donc, tu es plutôt amour, toi. Oui, maintenant, oui. Benjamin? Moi, j'aime beaucoup l'hiver, contrairement à l'été. L'été, je me sens coupable de rester enfermé dans ma maison, à lire dans ma tanière. L'hiver, ben, on se sent moins coupable de rester enfermé. Puis moi, j'ai une propension à aimer mon sous-sol, donc c'est parfait pour moi. Je pense qu'on aime plus le froid aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une saison contemplative aussi. Il y a moins de bruit. Oui. Il me semble que les paysages, en tout cas, surtout à la campagne, ils sont très épurés. Toi, Antoine? C'est dommage, on va terminer ce beau segment avec une opinion dévastatrice. Moi, je déteste l'hiver profondément. Pour moi, c'est un long Blue Monday de 3 mois. 6? Non. 6, ouais, au Québec. Mais quoi qu'il y ait, il y a même plus tant de froid, plus tant de neige. Fait qu'on paye un déneigeur pour rien. C'est vrai que là, ça devient pénible. Ouais, Mais c'est surtout l'hiver en ville qui est insupportable. C'est de la boîte brune. Ouais, mais j'ai vécu 20 ans en campagne, puis c'est pas si gai non plus. Là, j'ai froid tout le temps. Je mets 3 couches, si c'est pas 4. Couches des épaisseurs, on s'entend. Je vous laisse avec ça. Parce que ça te fait... Oui! Merci, James. Merci de nous avoir partagé votre rapport complexe à l'hiver. Pas si complexe, c'est assez clair. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble des changements de la nouvelle politique de modération de Facebook. Peut-on modérer sans censurer sur les réseaux sociaux? Nous entendrons aussi l'édito d'Antoine Malenfant sur les réactions enflammées à la dernière couverture du magazine Le Verbe. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle plutôt sombre dans l'univers de la pédocriminalité. Un recours collectif contre la société canadienne MindGeek, propriétaire de Pornhub, a révélé qu'elle avait exploité la présence de contenus pédopornographiques pour promouvoir son site et générer du trafic. James Langlois, peux-tu nous expliquer exactement qu'est-ce que Pornhub fait de condamnable? Oui, bien, en fait, il y a comme 2 dimensions, je pourrais dire. Il y en a une, premièrement, qui est légale et l'autre plus morale. En fait, pour ceux qui comprennent, je voudrais vous éviter d'aller voir c'est quoi Pornhub. Là. Donc, en fait, c'est un peu comme un YouTube, mais de matériel pornographique. Donc, tous les utilisateurs peuvent y télécharger, y mettre des vidéos en ligne avec des mots-clés. Et donc, Téléversé, c'est ça. Puis, ce qui donne... les gens cherchent un thème en particulier. Donc, dans la pornographie, il y a toute une palette, une vaste, je dirais, variété de types de pornographie. Donc, selon ses goûts, on peut chercher des mots-clés. Et là, ce qui s'est passé, entre autres, dans le recours collectif, c'est qu'il y a des jeunes femmes, entre autres, qui ont été filmées alors qu'elles n'étaient pas d'âge légal, ni consentantes, même parfois, à leur insu, dans des activités sexuelles. Et puis, ça a été déposé, téléversé en ligne. Et là, on a mis des mots-clés, par exemple, jeune femme, etc. Et MindGeek, Pornhub ont tiré profit parce que, évidemment, eux, normalement, on sait c'est illégal d'avoir du matériel pédopornographique, ça, c'est clair. Mais ils associaient des étiquettes qui laissaient penser que c'était de la pédopornographie dans ces vidéos-là. Donc, ils disent qu'ils sont contre, mais ils le stimulent par la recherche de mots-clés. Exactement. Puis l'algorithme a favorisé l'attrait de gens attirés vers ce type de pornographie. Donc, on sait, par exemple, qu'en 2019, l'étiquette, mettons, adolescente a attiré des milliers de vues, des milliers de clics sur beaucoup de circulation sur leur site Web. Donc, ça génère beaucoup de profit aussi. Ce qui, là, actuellement, c'est pas illégal, mais on voit clairement que c'est immoral. C'est à la limite. Ouais, c'est ça. James, là, je me demandais, la solution, est-ce qu'elle est législative, juridique, ou est-ce qu'il faut pas regarder ailleurs aussi, la cause profonde du problème? Oui, bien, c'est certain. Moi, je pense que dans la société actuelle, je trouve qu'il y a comme un double discours par rapport à la pornographie. Puis j'entendais d'ailleurs la sénatrice canadienne Julie Miville-Dechaine, qui a même essayé de mettre en branle certains projets de loi pour empêcher les mineurs d'avoir accès au matériel pornographique.
qui disait, entre autres, ben, la pornographie, ça produit une addiction. Puis la pornographie est de plus en plus présente, des images qui sont dégradantes pour la femme et des images aussi qui sont violentes. Mais par contre, c'est comme s'il fallait juste protéger les enfants. Or, c'est un peu la contradiction de notre société libérale, au fond, parce qu'on dit, ben, il faut protéger ceux qui ne sont pas mineurs, mais les adultes, eux, ben, ils font bien ce qu'ils veulent. Attention, parce que la pornographie a des conséquences importantes pour le cerveau, pour le développement de la sexualité. Même quand on est adulte, ça vient troubler nos relations avec le sexe opposé, ça vient troubler, bref, toute notre chimie, même du cerveau. C'est une drogue dure. Puis là, ce qui se passe, c'est on légalise la drogue douce, mais on s'étonne qu'après, les gens, après avoir consommé de la drogue douce, ils tendent à consommer de plus en plus de la drogue dure aussi. Tout à fait. Donc, elle le disait elle-même. Donc, qu'est-ce qui mène les gens à même rechercher, à tendre à rechercher de la pornographie de plus en plus intense et même pédopornographie? C'est que, tranquillement, dans l'addiction, on est poussé à toujours plus d'extrêmes et toujours quelque chose qui est de plus en plus intense. C'est le phénomène d'assuétude qui se vérifie dans à peu près toutes les addictions, toutes les dépendances. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain seuil, la chimie du cerveau s'habitue aux stimuli et a besoin d'une dose plus forte. C'est un peu ce que Simon disait. Oui, mais comme bien des mauvaises habitudes, c'en est une qui se prend de plus en plus tôt. Ouais. Chez les jeunes adolescents, particulièrement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles vont commencer à consommer de la pornographie assez jeune. Ouais. Et puis, évidemment, on peut se désoler qu'on cible principalement les jeunes, qu'on ne se préoccupe pas de l'état des adultes, mais au Canada, en fait, on fait très peu de choses. Il y a plusieurs États américains maintenant qui sont soit en train, soit qui ont accompli l'établissement de mécanismes juridiques, de lois, qui ont pour effet de rendre presque impossible l'accès à des sites pornographiques pour les mineurs et qui exigent, par exemple, le fait de numériser des documents d'identité officiels pour pouvoir avoir accès au site Web. Évidemment, ces mécanismes-là peuvent être contournés par des différents outils là, comme des VPN. Mais quand même, ça met une barrière supplémentaire. Ça met une barrière supplémentaire, puis ça, on n'a même pas ça ici au Canada. Tout à fait. Même, je pense que c'est l'État du Texas ou l'Alabama, je ne sais plus trop, mais ça, à cause de ces mécanismes-là, la fréquentation des sites a baissé de 80 %. Wow. Donc, on imagine... c'est qui a envie de numériser son permis de conduire pour le mettre sur le site de Pornhub? Mais tout ça pour dire qu'effectivement, au Canada, on est très en retard. D'ailleurs, c'était le projet de Julie Miville-Deschênes, mais là, à cause des élections, tout ça, ça risque de tomber à l'eau. Ça me fait penser le rapprochement que tu fais avec la drogue, que souvent, les gens qui consomment de la drogue le font un peu contre leur propre gré. Hein? Ouais. Ils sont des esclaves. Et justement, si on met une distance avec la substance, bien, c'est plus facile pour les gens d'y aller moins souvent. J'ai entendu dire que dans certains pays européens, maintenant, dès qu'on s'abonne à Internet, a priori, tous les sites pornographiques sont bloqués. Et il faut appeler nous-mêmes 2 jours le fournisseur d'Internet pour lui demander de nous débloquer l'accès au site. Ce qui pourrait peut-être une mesure comme ça, sans rendre illégale toute forme de pornographie. J'ai pas l'impression que la culture actuelle est rendue là. Peut-être au moins aider tous ceux qui ne veulent pas en consommer à ne pas le faire. Oui, puis en même temps, c'est ça. Je trouve que tout ça est scandaleux. C'est un grave problème de société, la pornographie. Puis on n'en parle pas trop parce que justement, on a un peu peur d'avoir de l'air puritain, etc. Mais en fait, donc, je pense que effectivement, les moyens légaux peuvent fortement aider à réduire puis à aider les gens à ne pas tomber dans l'addiction. Mais aussi, ultimement, je veux dire, tout ça provient du cœur humain. Là. Le problème est là, puis ça ne va pas tout régler. Je veux dire, le matériel érotique a existé de tout temps. Là. Bon, ça va pas annihiler ça, mais je pense quand même que comme société, on a le devoir de faire attention à ça. Il y a quand même un saut qualitatif tout à fait, oui. fondamental là, avec la pornographie accessible en ligne, disponible à tout moment du jour ou de la nuit, dans n'importe quelle circonstance. Là. Puis, évidemment, c'est pas la loi qui peut régler le problème de la perversion dans le cœur humain, mais la loi, elle est quand même éducatrice. Exact. Puis elle peut quand même inscrire dans la culture l'idée que c'est une chose à éviter. Mm-hmm. En terminant, James, tu disais on n'en parle pas si souvent de cet enjeu-là. Est-ce que c'est pas un peu lié au fait qu'il y a un très large pourcentage de la population, soit qui en consomme ou qui en a déjà consommé, puis qu'il y a peut-être une petite culpabilité à l'intérieur de chacun de soi de dire ben je peux quand même pas me prononcer là-dessus, moi-même je suis en partie coupable. Ou bien de condamner ça viendrait... Enfin, on ne le condamne pas pour se justifier soi-même aussi, mais... Oui, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à prendre la parole ici au Québec un peu plus là-dessus. Au moins, on le nomme comme un problème, qu'il y a des gens qui développent... mais qu'il y a des gens qui développent un problème. Mais encore là, bon, je pense que ça reste une minorité, mais
c'est pas parce qu'il y a une minorité de gens qui développent... Tu sais, c'est comme dire, c'est pas tout le monde qui développe une addiction à la cocaïne, donc il faudrait légaliser la cocaïne. C'est pas tout le monde qui est alcoolique non plus. C'est ça. Mais, donc Mais voilà. tu l'as dit, c'est une drogue dure. Donc, c'est très dur de la consommer sans devenir dépendant. Oui, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, là, qui auraient un problème avec ça, d'ailleurs, il y a plusieurs ressources qui existent en ligne. Du côté anglophone, il y a Fight the New Drug qui va donner plusieurs outils pour empêcher d'avoir accès au site. Mais sinon, du côté francophone, allez voir le site de Thérèse Argot qui offre des thérapies en ligne aussi pour se sortir de l'addiction. Merci beaucoup, James Langlois. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci. Antoine Malenfant, la dernière couverture du magazine Le Verbe, dont tu es le rédacteur en chef, la couverture du mois de janvier avec Catherine Dorion, ne fait pas l'unanimité. Eh non. Est-ce qu'un média chrétien comme Le Verbe devrait mettre en couverture des personnalités, disons, pas toujours très catholiques? Oui, je suis rédacteur en chef, mais il faut dire que c'est Benjamin là, qui est le chef de pupitre, donc c'est lui qui gère. Ben oui, c'est ça. Lance-moi la responsabilité. Là. Alors, pour une fois, Simon Laurence Godin-Tremblay, notre collaboratrice chroniqueuse ici au Verbomoteur, va être contente, elle va être fière de moi. Pour une fois, j'ai une opinion tranchée, ferme, claire. Je suis presque sûr qu'elle va trouver une raison de ne pas être contente. Alors, poser la question que tu poses, Simon, c'est déjà y répondre. N'importe quel croyant normalement constitué devrait jamais, je dis jamais, tolérer la mise en lumière de blasphémateurs, la canonisation d'hérétiques et l'adoubement de renégats. C'est pourtant ce que fait le Verbe en présentant à ses lecteurs des vedettes, je mets des guillemets, des égéries de la pop culture, des têtes d'affiche de milieux underground les plus obscurs. Pourquoi est-ce qu'on les interviewe? C'est une très bonne question. Pas pour les canoniser, en tout cas. Il faut dire que c'est James qui a interviewé Catherine Dorion dans le magazine dont il est question. Attention, James. Pourquoi est-ce qu'on les interviewe? Pour leur demander ce qu'ils pensent du bon Dieu. Hein? Rendu là, on serait aussi bien de demander à Ricardo comment on rénove une salle de bain ou à Sœur Angèle comment on répare une scie à chaîne, tant qu'à y être. Mais ça m'intéresserait d'écouter sa réponse. J'ai mon voyage, Simon. Hein? Benjamin part en congé parental 2 mois, puis regardez ce que ses collègues font dans son dos. Il interviewe une révolutionnaire. Ça n'a pas de bon sens. Ils ont saisi l'opportunité. Alors, il me semble qu'il serait plus judicieux de demander à des théologiens ce qu'ils pensent de Dieu. Vous ne pensez pas à chacun son métier et les cochons seront bien gardés? Eh bien non. Au Verbe, on essaie de faire le pont entre deux univers. Le pont, que dis-je? La split, une bande d'écartelés, écarquillés qui souffrent de strabisme mental, de déchirement de laine à force de multiplier les acrobaties idéologiques, Simon. Des des punks ex-députés, hein, on ne dit pas ça tous les jours, des punks ex-députés comme Madame Dorion, des punks à chiens autrices de romans à succès comme Emmanuel Pierrot hein, cet été, des wannabe punks comme moi, ou has-been punk, ping-pong, comme certains de nos chroniqueurs que je ne nommerai pas. Coudon, on est tellement envahi de punks anticonformistes qu'on pourrait presque être tenté de croire que c'est rendu normal d'être marginal, Simon? Tout ça est quand même étonnant, voire suspect. Pour un média comme le nôtre, il faut dire que d'un côté, on est parfois taxé de conservatisme et de masculinisme toxique. D'ailleurs, où sont les femmes sur le plateau aujourd'hui? Il faut dire que Stéphanie a eu un vilain virus et James a accepté de la remplacer à pied moi, je pense que c'est un complot. Et bon, alors d'un côté, on se fait taxer de conservatisme et de l'autre, on nous accuse d'être, et je cite, j'ouvre les guillemets, le Châtelaine des cathos progressistes. Ça, c'est toute une insulte pour toi, Antoine. Efficace, quand même. Faites-moi un T-shirt avec ça, quelqu'un, ça presse. Mais là, Antoine, est-ce que ça porte du fruit, cette stratégie-là, de tenter un dialogue avec des personnalités qui se trouvent, disons, aux périphéries de l'Église catholique? C'est une bonne question, Simon. Je ne sais pas trop si ça porte du fruit, mais je sais que ça n'a rien de très, très original. Hein? Jean-Paul II a bien rencontré Bono, le chanteur de U2. Le pape François a reçu Leonardo DiCaprio ou même Angelina Jolie. D'ailleurs, il faudrait demander au pape s'il n'a pas souillé sa bague pontificale à se laisser toucher par des mécréants comme ça. Je pense qu'il a déjà rencontré Donald Trump Aïe, aussi. aïe, aïe, aïe. Tant qu'à y être, il faudrait peut-être demander à Jésus lui-même s'il a bien fait de se tenir avec des tout-croches pendant les 3 dernières années de sa vie. Bon. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'on réussit toujours au Verbe à être aussi inclusif que Jésus. Hein? Par contre, on essaie très fort, même si on ne réussit pas tout le temps, hein? Comme la fois où... je pense qu'on va passer ça sous silence, c'est ça? Pas là. De toute façon, si on voulait seulement mettre des bons catholiques parfaits et exemplaires en page couverture de nos magazines, Simon, il faudrait avoir une armée de recherchistes, parce que ça ne court pas les rues. Hein? Ou alors, peut-être que la solution, ce serait de revenir aux photos de paysages et de petites fleurs jaunes,
ou des icônes de saints là, en page couverture, comme on a déjà fait dans le passé. C'est à déjà fait méditer. ça, hein? Ouais, c'est une stratégie comme une autre. On a toujours beaucoup de likes quand on fait ça sur les réseaux T'as sociaux. raison, hein, on n'est pas très stratégique. Alors, tu sais, Simon, être catholique, c'est croire à tous les articles du credo. Là, je ne le réciterai pas ici. Vous pouvez faire vos recherches sur Google. C'est quoi le credo catholique? Mais dans ce credo-là, il y a un bout où ça parle de Jésus qui est né, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité pour sauver tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être sauvé. Ça, c'est pas de nos affaires. On ne le sait pas. Hein? Mais ça veut dire qu'il faut regarder chaque personne, même les artistes bizarres, comme des personnes que Dieu aime et qu'il veut les sauver. Même les politiciens aussi. Oui. Même C'est encore plus bizarre. Même des fois. les plus bizarres. Ouais. Eh oui. Enfin, Simon, comme je le disais plus tôt, hein, comme je le dis depuis le début de cet édito, je pense que c'est une excellente idée de rencontrer des personnalités publiques, de les interviewer, de les interroger sur leur vie spirituelle, de tisser des liens entre des univers qui, ordinairement, ne se parlent que trop peu. C'est mon opinion. Ah, c'est ton opinion. Ah, ouais. Ouais, comme on dit, tout le monde a le droit à ton opinion. Parole de sagesse. Simon, une chance, t'es là. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci beaucoup pour ton opinion. Ça fait plaisir. Le 7 janvier, le groupe Meta, dont fait partie Facebook, a annoncé d'importants changements concernant le mode de modération de ses plateformes. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, peut-on modérer sans censurer sur les réseaux sociaux? Benjamin, le président de Facebook, là, Mark Zuckerberg, est-il plutôt, disons, capitaliste, opportuniste, fasciste, démocratique avec ses nouvelles orientations? Je pense qu'il est manifestement opportuniste. Peut-être certains vont vouloir s'obstiner avec moi. Monsieur Zuckerberg, durant la période où Joe Biden était au pouvoir, s'est essentiellement plié aux caprices du Parti démocrate et du zeitgeist de l'époque en utilisant les moyens importants dont il disposait pour modérer les contenus sur les réseaux dont il est le propriétaire ou du moins le gestionnaire. Et puis, ça a été la méthode de faire de l'époque. Et puis maintenant que M. Trump est sur le point d'arriver au pouvoir, qu'il a gagné l'élection, tout d'un coup, la stratégie change et M. Zuckerberg veut appliquer sur les réseaux de Meta une stratégie qui s'apparente essentiellement à celle du réseau social X, qui appartient à M. Musk, qui est un supporter de Trump, qui est vraiment une stratégie de modération des réseaux sociaux par la base. Donc, c'est des notes de communauté, là, plutôt qu'une stratégie de modération qui est plus verticale, qui vient du haut, qui implique d'autres médias et des experts. Et puis, peut-être que cette transformation-là des méthodes de faire chez Meta est en fait positive. On pourrait en discuter longuement. Mais je pense qu'elle s'explique essentiellement par le désir de M. Zuckerberg de garder une relation confortable avec le pouvoir établi. Lui qui est l'une des personnes les plus riches au monde, hein, pour être dans cette situation-là et pour y rester, il faut savoir s'accommoder des circonstances. Mais là, j'ai entendu à Joe Rogan, Zuckerberg, dire « ben là, je voulais le faire, ça fait longtemps, mais là, on est en campagne électorale. Fait que je me suis retenu pour pas qu'on m'accuse de faire un move politique. Il dit « il n'y a pas de bon moment pour faire des changements comme ça. Peu importe quand je le fais, on va dire que je suis un opportuniste. Ouais. » Oui, peut-être que M. Zuckerberg a de la difficulté à composer avec son image publique en ce moment. C'est pas moi qui va pleurer pour ses difficultés. Quoi qu'il en soit, je pense que la transformation que vit Meta en ce moment est essentiellement positive, même si je crois que les motivations sont parfois un peu opportunistes et essentiellement liées aux nécessités du marché. Je pense que ces transformations-là vont probablement être plus fructueuses. D'ailleurs, la méthode qui est utilisée sur X a plusieurs bienfaits dont M. Zuckerberg a parlé à l'émission de Joe Rogan. Benjamin, tu dis que c'est positif, mais pourtant, pratiquement tous les éditorialistes des grands médias mainstream, là, que ce soit de ce côté-ci ou de l'autre de l'océan, disent que c'est néfaste, ça nuit à la démocratie, ça va laisser se propager toutes sortes d'idées mauvaises, que ça va... Discours haineux, désinformation. Attaquer des communautés et des personnes qui sont déjà vulnérables. C'est quand même spécial, là, et disons... à côté de l'opinion générale là, sur cette question-là, Benjamin? C'est vrai qu'il y a une tendance généralisée dans les médias actuellement à supposer qu'il appartient finalement aux propriétaires de réseaux sociaux comme M. Zuckerberg de déterminer le vrai et le faux, le bien et le mal, et puis de contrôler l'expression des opinions et des perspectives sur les réseaux sociaux. Mon sentiment, c'est que l'expérience des dernières années nous a montré que ce qui apparaît être une évidence, là, de ce qu'on doit écarter, de ce qu'on doit garder à un moment donné, dans le récit médiatique, bien, ça tend à fluctuer, à changer, et que l'expression d'une diversité d'opinions et de points de vue qui, certes, crée des opportunités pour des gens qui ont des intentions malveillantes de profiter de l'espace qui leur est offert. L'expression de ces diverses perspectives-là, finalement,
je pense, offre la meilleure opportunité pour le public d'être bien servi et bien informé. Beaucoup de gens de la gauche se sont opposés à ces changements et pourtant, quand on regarde concrètement ce qu'ils proposent comme nouveau mode de modération, ça me semble être plus participatif, plus démocratique. C'est plus une clique d'experts en vérité. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un expert en vérité? Quelqu'un qui a un bac de l'UQAM en communication? Je ne suis pas certain. Moi, j'ai un bac de l'UQAM qui est bien correct. En communication, j'ai dit. Non, en fait, c'est ça. Qui est un expert en vérité? Bien, en fait, c'est de redonner le contrôle au peuple, de leur dire, bien, ayez une discussion commune. Et plutôt que de censurer, on va ajouter de l'information. Un peu comme Wikipédia, non? Un peu comme Wikipédia, exactement. Et puis, je trouve ça intéressant aussi, ça va augmenter les possibilités de modération. Parce que même en ayant des dizaines de milliers d'employés pour modérer, il y a environ 3 milliards d'utilisateurs par jour qui utilisent les plateformes de Meta. C'est impossible même de vérifier 1 des publications. Alors que par ce nouveau mode, 100 des publications vont pouvoir faire l'objet d'une vérification par la communauté. Oui, puis les journalistes, en parallèle, continuent de faire leur travail. Puis justement, il y en a beaucoup de journalistes qui s'affairent à faire de la vérification d'informations, d'opinions, de faits sociaux, puis qui ensuite vont publier sur les réseaux en donnant aussi leur version des faits. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on veut limiter absolument la variété d'opinions et d'informations sur les réseaux. Ou bien c'est un organe de propagande de l'État, les réseaux sociaux, ou bien ils sont justement un parvis public qui montre la diversité qui existe dans une société. Non, mais il est certain que ces organisations-là sont des organisations privées qui ont le loisir de décider ce qu'ils veulent accepter ou ne pas accepter sur leur réseau. Ils ont tout de même certaines obligations. Là. Je ne pense pas que ni X, ni Facebook, ni aucun autre des réseaux sociaux principaux a l'intention de permettre la diffusion de contenus qui sont contraires à la loi, par exemple. Des contenus qui appellent à la violence explicite, des choses comme celle-là. Évidemment, toute modération n'est pas une censure ou du moins une attaque contre la liberté d'expression. Et je pense que ces gens-là sont parfaitement conscients de ce fait-là. Non, on n'arrête pas de dire que les réseaux sociaux sont des chambres d'écho. Alors, ne serait-ce pas justement une bonne manière de pallier un peu à ce problème-là en laissant une diversité d'opinions se créer? Mais il y en a qui jappent plus fort quand même. C'est-à-dire que c'est pas égal, cette pluralité-là. L'expression de cette pluralité-là, elle se fait pas à armes égales toujours non plus. Je pense que les craintes, elles viennent beaucoup de ce fait-là, non? Non, mais tu as parfaitement raison. Les médias, comme tu l'as expliqué il y a quelques minutes, jappent très fort contre la décision qui vient d'être prise. Et très peu ont le courage de dire que finalement, il y avait peut-être un excès de zèle dans la modération de contenu. Donc, tu as raison, il y en a qui jappent beaucoup plus fort que d'autres. Ça s'inscrit dans une crise de confiance généralisée envers les médias et les experts dans la société et la culture actuelle. C'est fini le temps où le média pouvait se revendiquer. Nous sommes l'autorité sur les faits, l'autorité sur la vérité. Il y a eu tellement d'événements, je pense, ne serait-ce que pendant la pandémie de COVID, où la confiance entre les experts et les médias a été ébranlée. Aujourd'hui, cette confiance est perdue. Je pense qu'elle ne reviendra plus. Et je pense que Meta prend acte de ce fait et dit, dans le fond, comment on va retrouver une confiance? Peut-être en redonnant aux utilisateurs la liberté d'expression et la possibilité aussi d'émettre une critique et de les renvoyer à leur propre jugement. Ce qui est intéressant avec le mode communautaire de modération, c'est qu'on te donne toutes sortes d'informations sourcées, puis on dit maintenant, fais ton opinion, ta propre opinion, ton propre jugement. Je pense que tu donnes des bonnes intentions à Mark Zuckerberg. Je trouve ça vraiment bienveillant comme interprétation, mais je pense qu'essentiellement, c'est une décision d'affaires. Puis c'est de la business. Mais une décision d'affaires qui génère de l'argent, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, générer de l'argent. Non, mais je pense pas que l'intention première, c'est la démocratie et le bonheur. Mais je l'ai écouté pendant 3 heures avec Joe Rogan, puis il n'y a pas de l'air d'un méchant manipulateur, pervers, qui veut juste faire les profits contre la démocratie. C'est pas ce que je dis. Je pense que dans la hiérarchie de ces valeurs, le profit prime. Mais ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les médias qui le critiquent en ce moment, eux, touchent de l'argent avec son actuel programme de vérification des faits qu'il veut supprimer ou changer. Ça mérite peut-être d'être mis en lumière un petit peu plus, par contre. Non, mais de fait, Zuckerberg, il n'est pas le seul. Là. C'est tout un milieu de l'industrie de la technologie avancée dans la Silicon Valley. Tout ce milieu-là, qui était depuis une quinzaine d'années assez progressiste, là, qui a bénéficié du passage au pouvoir de Barack Obama et de Joe Biden pour avancer son agenda, réalise aujourd'hui que finalement, le vent tourne d'un côté qui est différent. Et puis, ils vont tous dans cette direction-là. Ils sont nombreux. Et certains ont été avant-gardistes, d'autres suivent la marche. Et Zuckerberg, clairement, fait partie de ceux qui suivent la marche. Il a même dit publiquement, très clairement, que finalement, c'est les changements sociaux et culturels liés à l'élection de Donald Trump qui ont motivé les changements dans sa politique de modération et les
transformation que son entreprise vit actuellement. C'est presque transparent là, que pour lui, les raisons principales sont liées à... Ben, finalement, c'est là qu'il faut aller si on veut continuer de faire de l'argent. J'ai l'impression aussi que c'est un nouveau mode de modération qui pourrait faire diminuer les discours complotistes parce que quand on supprime des contenus, quand on censure, tout de suite, ça éveille un doute chez les gens. Ouais. Alors que quand on les laisse avec Ça des notes alimente la explicatives, paranoïa, ouais. c'est ça renvoie les gens justement à une réflexion critique. Bon, En théorie, je pense que tu as raison, mais en pratique, je sais pas. Moi, je suis un utilisateur peut-être excessif de X, qui est une plateforme où il y a une grande liberté d'expression maintenant. Et il est vrai qu'on peut dire toutes sortes de choses. Et de fait, il y a des théories tout à fait épouvantables qui circulent sur ce site-là et qui ne sont pas modérées autrement que par des notes communautaires comme celle-là. Ça n'empêche pas les gens de dire des folies. Ça peut-être les rend moins prompts à s'inquiéter de la censure excessive. je dois vous arrêter ici. C'est tout le temps qu'on avait pour cette discussion qui peut se poursuivre, à moins qu'on soit censuré, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je ne penserais pas. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@commercial, le-verbe.com. Antoine Malenfant, tu es animateur de l'émission On n'est pas du monde. C'est vrai. Et la semaine prochaine, quel sera le thème de cette émission? Super belle émission sur le thème de l'envie. On est tous... Envieux. Ouais, on est tous accablés de ce problème-là, mais il y en a qui le savent, puis d'autres, la plupart le savent même pas. Alors, écoutez ça va être super bon. Avec sœur Catherine Aubin, des bons témoignages. Jalousie aussi. Envie, jalousie, Oui. comment on se compare continuellement aux autres dès le berceau. Et souvent même... Tu as des jumeaux, tu jusqu'à as la voir fin. l'expérience de tes jumeaux. Ah, qui sont- ouais, même frères et sœurs standard, là, c'est... Ouais, pas besoin d'avoir un jumeau pour être envieux. Je t'enseigne un papier. Merci Antoine. On peut écouter ton émission On n'est pas du monde, entre autres sur la plateforme YouTube et plusieurs médias. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés. Sachez que vous pouvez aussi toujours commenter et partager cette émission sur les réseaux sociaux. Visitez aussi leverbe.com pour tous les détails. Merci à Barthélémy Rieux et Marianne Martin à la technique. On se laisse cette semaine en chanson avec Cette vie de l'auteure-compositrice-interprète française Clara Luciani. C'est tiré de son plus récent album Mon sang, sorti le 15 novembre dernier. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Elle est quand même vraiment bien, cette fille terrienne, à regarder le soir sombrer, s'évanouir dans la Seine. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a croisé les tiennes. Et toi tu n'es pas banal,